Rosa Montero, l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. L'art de simuler la douleur. Comme je n'ai pas eu d'enfant, ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie, ce sont mes morts. Et je veux dire par là la mort de mes êtres chers. Vous trouvez ça lugubre, peut-être même morbide. Je ne le vois pas comme ça, bien au contraire. Pour moi c'est tellement logique, tellement naturel, tellement vrai. C'est seulement lors des naissances et des morts que l'on sort du temps. La Terre stoppe sa rotation et les futilités pour lesquelles nous gaspillons nos journées tombent au sol comme des poussières colorées. Quand un enfant vient au monde, ou qu'une personne meurt, le présent se fend en deux et vous laisse entrevoir un instant la faille de la vérité, monumentale, ardente et impassible. On ne se sent jamais aussi authentique que lorsqu'on frôle ses frontières biologiques. Vous avez clairement conscience d'être en train de vivre quelque chose de très grand. Il y a bien des années, le journaliste Iñaki Gabilondo m'a dit dans une interview que le décès de sa première femme, morte très jeune des suites d'un cancer, avait été très dur, certes, mais également ce qu'il avait vécu de plus transcendant. Ces paroles m'avaient impressionné. En fait, je m'en souviens encore, alors que j'ai une confuse mémoire de moustique. À l'époque, j'avais cru bien saisir ce qu'il voulait dire, mais après en avoir fait l'expérience, j'ai mieux compris. Tout n'est pas horrible dans la mort, bien que ce soit dur à croire, je m'étonne de m'entendre dire ça. Mais ce livre n'est pas un livre sur la mort. En réalité, je ne sais pas bien ce qu'il est ou ce qu'il sera. Il est là maintenant, au bout de mes doigts, à peine quelques lignes sur une tablette, un amas de cellules électroniques encore indéterminées qui pourraient très facilement avorter. Les livres naissent d'un germe infime, un œuf minuscule, une phrase, une image, une intuition, et ils grandissent comme des zygotes, organiquement, cellule après cellule, en se différenciant en tissus et en structures de plus en plus complexes, jusqu'à devenir une créature complète et souvent inattendue. Je vous avoue que j'ai une idée de ce que je veux faire avec ce texte, mais est-ce que le projet se maintiendra jusqu'au bout, ou est-ce que quelque chose d'autre apparaîtra ? Je me sens comme le berger de cette vieille blague qui sculpte distraitement un morceau de bois avec son couteau, et qui, quand en passant lui demande « Mais vous faites la figure de qui ?» répond « Eh bien, s'il a de la barbe, Saint-Antoine, sinon la Sainte Vierge. » Une image sacrée dans tous les cas. La sainte de ce livre est Marie Curie. J'ai toujours trouvé cette femme fascinante, comme pratiquement tout le monde d'ailleurs, car c'est un personnage hors norme et romantique qui semble plus grand que la vie. Une Polonaise spectaculaire qui a été capable de remporter 2 prix Nobel, le Nobel de physique en 1903 avec son mari, Pierre Curie, et le Nobel de chimie en 1911 en solitaire. En fait, dans toute l'histoire des Nobel, seules 3 autres personnes ont réussi à obtenir 2 récompenses. Linus Pauling, Frederick Sanger et John Bardeen, et seul Pauling l'a fait dans 2 catégories différentes, comme Marie. Mais Linus a remporté un prix de chimie et le Nobel de la paix, et il faut bien reconnaître que ce dernier a beaucoup moins de valeur. Comme chacun sait, on l'a même donné à Kissinger. Autrement dit, Marie Curie reste imbattable. De plus, Marie a découvert et mesuré la radioactivité, cette propriété effrayante de la nature, de fulgurants rayons surhumains qui soignent et qui tuent, qui carbonisent les tumeurs cancéreuses dans la radiothérapie ou qui calcinent les corps après une déflagration atomique. C'est elle aussi qui a fait la découverte du polonium et du radium, 2 éléments beaucoup plus actifs que l'uranium. Le polonium, qu'elle a découvert en premier, c'est pour ça qu'elle l'a baptisé du nom de son pays, s'est vite retrouvé éclipsé par l'importance du radium, bien qu'il soit revenu à la mode dernièrement comme une méthode d'assassinat très efficace. Rappelons-nous la terrible mort de l'ex-espion russe, Alexandre Litvinenko, en 2006, à la suite d'une ingestion de polonium-210, ou le cas polémique d'Arafat, un autre Nobel de la paix hallucinant. C'est donc jusqu'à ces applications sinistres qu'est allée la blanche main de Marie Curie. Mais, en bien ou en mal, cette force dévastatrice se trouve au fondement même de la construction du XXe siècle et probablement aussi du XXIe siècle. Nous vivrons des temps radioactifs. L'envergure professionnelle de Madame Curie fut une bizarrerie absolue en une époque où les femmes n'étaient autorisées à presque rien. D'ailleurs, les femmes scientifiques sont encore relativement rares aujourd'hui, et bien sûr on leur attribue toujours les récompenses au compte-gouttes. Depuis le début des Nobel jusqu'en 2011, le prix a été remporté par 786 hommes contre 44 femmes seulement, un peu plus de 6%, et l'immense majorité d'entre elles a été Nobel de la paix ou de littérature. Il n'y a que 4 lauréates en chimie et 2 en physique, en comptant le doublé de Curie qui élève pas mal le pourcentage. Sans parler des cas où on leur a purement et simplement volé le Nobel, comme c'est arrivé à Lise Meitner, 1878-1968, qui avait participé de manière substantielle à la découverte de la fission nucléaire, alors que la récompense a été remportée en 1944 par l'Allemand Otto Hahn, qui ne la mentionna même pas, parce qu'en plus Lise était juive et que c'était l'époque nazie. Lise eut la chance de vivre suffisamment longtemps pour commencer à être reconnue et à recevoir quelques hommages dans sa vieillesse. Je ne sais pas si ça peut compenser la blessure de toute une vie.
Ce qui est arrivé à Rosalind Franklin, 1920-1958, une éminente scientifique britannique qui découvrit les fondements de la structure moléculaire de l'ADN, est encore pire. Wilkins, un collègue de travail avec qui elle entretenait une relation conflictuelle, c'était un monde encore très machiste, s'empara des notes de Rosalind et d'une photographie très importante que la scientifique avait réussi à prendre de l'ADN moyennant un processus complexe appelé la diffraction des rayons X et, sans qu'elle le sache ni ne l'autorise, il montra tout à deux copains à lui, Watson et Crick, qui travaillaient dans le même domaine et qui, après s'être illégalement approprié ces découvertes, les utilisèrent pour développer leur propre travail. On ignore si Rosalind a pu avoir connaissance du vol intellectuel dont elle avait fait l'objet. Elle mourut très jeune, à 37 ans, d'un cancer des ovaires très probablement causé par l'exposition à ces rayons X qui lui avaient permis d'entrevoir les entrailles de l'ADN. En 1962, 4 ans après le décès de Franklin, Watson, Crick et Wilkins décrochèrent le Nobel de médecine pour leur découverte sur l'ADN. Comme on ne peut pas gagner le prix de manière posthume, jamais Rosalind n'aurait pu le remporter, alors qu'elle le méritait incontestablement. Mais le plus honteux, c'est que ni Watson ni Crick ne mentionnèrent Franklin ni ne reconnurent sa contribution. Enfin, c'est une histoire sale et triste, mais qui au moins est connue. Je me demande combien d'autres affaires d'espionnage, d'appropriation indue et de parasitisme dans l'histoire de la science n'ont jamais été étalées au grand jour.